Un procès de 2 mois s'est achevé mercredi, lorsque les jurés ont décidé que la mort était la peine appropriée pour Christopher Sherry, qu'ils avaient déjà reconnu coupable d'avoir assassiné, violé et torturé Sofia Acosta, âgée de 3 ans, à Exeter en mai 2011. Il était très clair qu'elle n'était pas une enfant malheureuse, plaintive ou difficile. C'était quelqu'un qui voulait faire plaisir à ceux qui l'entouraient. Le 6 mai 2011, la petite Sofia, une enfant au sourire lumineux, perçue comme une véritable princesse par sa famille, était entourée d'amour et de réconfort. Personne ne savait alors qu'il s'agirait du dernier moment de joie de sa courte existence. Un jour plus tard seulement, dans un petit appartement de la ville d'Exeter, un appel désespéré fut adressé au 911. « Ma fille ne réagit pas normalement. Elle n'a que 3 ans, s'il vous plaît. Aidez-nous. » Lorsque les premiers secours arrivèrent sur place, ils furent saisis par ce qu'ils découvrirent. Une enfant, en bas âge, exposée d'une manière inappropriée, entièrement mouillée, nécessitant une prise en charge médicale urgente et ne présentant que de faibles réactions. À partir de cet instant, une vérité profondément troublante commença à émerger. Sofia avait été trahie et avait subi des mauvais traitements prolongés au sein même de son foyer. Exeter est une petite ville située dans le comté de Tulare, en Californie, au cœur de la vallée de San Joaquin, dans l'ouest des États-Unis, non loin de la Sierra Nevada. La ville est entourée de vastes vergers s'étendant jusqu'à l'horizon, où flotte dans l'air le parfum sucré des agrumes, le long de routes rurales paisibles, bordées de grands arbres verdoyants. La vie y est marquée par la chaleur d'une communauté soudée, où chacun se connaît et où l'on croit que les enfants peuvent jouer en toute sécurité au parc ou devant la maison familiale. La rue principale d'Exeter est modeste, ponctuée de quelques restaurants locaux. Beaucoup continuent de qualifier la ville de cœur agricole de la Californie, un lieu où la vie suit un rythme lent, stable et paisible. Sofia Maria Acosta est née le 5 février 2008 dans la petite ville d'Exeter, en Californie. Ses parents, Erika Smith, âgée de seulement 20 ans, et Obi Acosta, chauffeur routier longue distance, formaient un jeune couple avec de nombreux projets d'avenir. Leur foyer, à ses débuts, ressemblait à celui de nombreuses familles, empreint d'espoir et d'amour. Sofia était une fillette douce et calme. Son sourire éclatant illuminait une pièce entière. À chaque retour de son père après de longs trajets sur la route, celui-ci était frappé de constater à quel point elle avait grandi et gagné en vivacité. Sofia apportait une joie simple à sa famille et rendait leur maison chaleureuse. En 2009, Sofia devint une grande sœur avec la naissance de sa petite sœur, Alexa. Dès cet instant, bien qu'elle n'ait qu'1 an et demi, elle manifesta de la tendresse et un sens naturel des responsabilités. Elle partageait ses jouets, prenait Alexa dans ses bras lorsqu'elle pleurait et accourait toujours la première pour la réconforter, parfois même avant que leur mère n'arrive. Tous ceux qui les voyaient ensemble s'accordaient à dire que le lien entre les 2 sœurs était particulier, pur et sincère. Sofia aimait porter des robes de princesse, coloriées, et s'adonner aux jeux d'imitation avec sa petite sœur. Pour sa famille, elle était leur petite lumière, l'enfant qui apportait rires et apaisement. Son arrière-grand-mère, Ruth Williams, se souvenait. « Je me souviens qu'elle dormait dans mon lit avec moi et qu'elle me tenait la main en disant à Nana « Je t'aime ! Personne ne peut ramener cela. Personne ! Mais elle a le droit à la justice. » La naissance de leur 2e enfant, le bébé Alexa, aurait dû être un moment de joie, mais elle devint au contraire une épreuve majeure pour le jeune couple. En peu de temps, les difficultés financières, la pression liée à l'éducation de 2 enfants en bas âge et les disputes quotidiennes commencèrent à désunir la famille. Au début de l'année 2010, le mariage prit fin. Le père de Sofia, Obi, s'installa à Livingston, à environ 40 miles d'Exeter. Après le divorce, la garde exclusive fut confiée à Erika, qui n'avait alors que 23 ans. Elle éleva seule ses 2 filles dans l'appartement numéro 9 du complexe Exeter Apartments. Le père de Sofia travaillait comme chauffeur routier longue distance et rentrait rarement, si bien que l'ensemble des responsabilités, financières comme affectives, reposait sur Erika. La faible aide de l'État, combinée au soutien du grand-père de Sofia, Sam Coronado, suffisait tout juste à couvrir le loyer et les dépenses essentielles.
Durant les périodes les plus difficiles, elle comptait sur l'arrière-grand-mère, Ruth Williams, qui gardait toujours sa porte ouverte pour les 2 petites filles. La vie de mère célibataire au début de la vingtaine n'a jamais été simple. 2 enfants en bas âge, l'une à peine âgée de 3 ans, l'autre tout juste en train d'apprendre à marcher, exigeaient une attention constante à chaque repas comme à chaque sieste. Erika devait faire face à une pression financière permanente, à des journées longues et épuisantes, et à des moments où elle se sentait totalement dépassée. La situation fut aggravée par son exposition croissante à des substances nocives. Ce qui avait commencé comme un moyen d'échapper à ses inquiétudes se transforma progressivement en une dépendance durable. Au lieu de retrouver un équilibre, Erika s'enfonça davantage, perdant peu à peu le contrôle de sa vie quotidienne. Des voisins se souvenaient l'avoir vue bouleversée, se disputer tard dans la nuit et parfois laisser ses enfants sans encadrement stable lorsqu'elle sortait à la recherche de ces substances. Pour beaucoup, Erika apparaissait comme une jeune mère usée trop tôt par les épreuves de la vie. Mais pour ses 2 filles, elle restait leur unique repère. C'est durant cette période qu'elle rencontra Christopher Sherry, un jeune homme de 19 ans ayant déjà des antécédents judiciaires et une implication préoccupante dans la consommation de substances nocives. Dans un moment de vulnérabilité et de mauvais jugement, Erika pensa pouvoir l'aider à remettre sa vie sur le droit chemin. À l'automne 2010, le soleil brillait encore sur Exeter et le parfum sucré des agrumes flottait dans les petites rues de la ville. À l'intérieur de l'appartement numéro 9 du complexe Exeter Apartments, Erika Smith nettoyait précipitamment. Ses 2 petites filles, Sophia et Alexa, jouaient ensemble dans un coin, inconscientes du fait que quelque chose était sur le point de changer dans leur foyer. Lorsqu'on frappa à la porte, Erika s'approcha pour ouvrir. C'est à ce moment-là que Christopher Sherry, âgé de 19 ans, entra pour la première fois dans l'appartement. Il portait un vieux t-shirt, paraissait maigre et épuisé, avec un regard fatigué et vide, des signes souvent observés chez des personnes dépendantes à des substances nocives, sous forme de poudre ou de liquide, qui circulaient discrètement dans la communauté. Pour Erika, il s'agissait d'un nouveau départ. Elle croyait qu'avec de l'amour et le soutien d'un foyer, Christopher pourrait abandonner les substances auxquelles il était devenu dépendant. Elle pensait sincèrement faire preuve de bonté en lui offrant un endroit où vivre et en trouvant quelqu'un avec qui partager sa vie. Mais pour les observateurs extérieurs, la scène inspirait autre chose. L'arrivée d'une présence inquiétante, Sophia, âgée de seulement 2 ans et demi, leva les yeux vers cet inconnu, le regard grand ouvert. Christopher esquissa un sourire hésitant et se pencha pour la saluer. Il insista pour que les enfants l'appellent « Papa ». Sophia secoua la tête et se serra contre sa petite sœur, troublée à l'idée de devoir remplacer le père qu'elle avait déjà. À partir de cet instant, l'atmosphère au sein de l'appartement commença à changer. Le calme habituel laissa place à une tension perceptible. La nourrice de Sophia, Carly Vega, fut l'une des premières à remarquer cette transformation. Auparavant, Sophia était une petite fille ouverte et joyeuse qui courait pour enlacer les personnes qu'elle connaissait, impatiente de parler de princesses et de poupées, mais après l'installation de Christopher, son comportement changea radicalement. Sophia devenait souvent silencieuse, les yeux grands ouverts, comme si elle observait quelque chose qui l'inquiétait. Elle sursautait facilement, souriait moins et se détournait parfois des gestes affectueux qu'elle appréciait auparavant. Carly se souvenait qu'un jour, alors qu'elle tentait de la réconforter, Sophia murmura soudain d'une voix tremblante « S'il te plaît, ne le dis pas à mon papa ». Le May papa dont elle parlait n'était pas Obi, son père biologique, chauffeur routier longue distance, mais Christopher, pour une enfant de 3 ans, c'était un signal alarmant. Sophia savait que quelque chose n'allait pas, mais elle était trop jeune pour pouvoir l'exprimer clairement. Et les adultes autour d'elle, bien qu'ils aient perçu des signes inhabituels, ne l'écoutaient pas réellement. Carly Vega avait également observé plusieurs situations où Christopher interagissait avec les enfants de manière inappropriée, notamment à proximité de zones sensibles, et jouait avec eux d'une façon qui ne lui semblait pas sûre. Pour une enfant de 3 ans comme Sophia, ces comportements n'étaient pas anodins, ils provoquaient un réel malaise. Inquiète, Carly tenta d'en parler à Erika, mais la jeune mère, submergée par ses émotions et sa dépendance aux substances nocives, refusa d'entendre ses préoccupations.
Carly n'était pas la seule. Une autre nourrice commença elle aussi à remarquer des signes préoccupants. Sophia se présentait avec des marques inhabituelles près de l'œil et mentionnait à plusieurs reprises que cette zone lui faisait ressentir de l'inconfort. C'était un appel à l'aide discret, émanant d'une enfant trop jeune pour exprimer pleinement sa peur. En mars 2011, le signal d'alerte le plus grave apparut. Alexa, la petite sœur de Sophia, subit soudainement une blessure à la jambe nécessitant une évaluation médicale. Christopher affirma qu'il s'agissait d'un accident sur une aire de jeu, que l'enfant se serait tordu la jambe sur un toboggan. Mais à l'hôpital, les médecins furent catégoriques, la blessure ne correspondait pas à cette explication, elle évoquait plutôt un impact plus important, possiblement lié à une manipulation dangereuse. 2 très jeunes enfants, l'une à peine âgée de 3 ans, l'autre encore, en train d'apprendre à marcher, présenteront des signes physiques inquiétants. Sophia avec des marques inhabituelles, Alexa avec une blessure nécessitant des soins médicaux. Les signaux d'alerte étaient évidents, pourtant personne ne remit en question la capacité d'Erika à protéger ses filles. Aucun voisin n'intervint fermement, aucune autorité n'intervint à temps, et cette absence d'action ouvrit la voie à une issue tragique. Pendant ce temps, l'enfance de Sophia se transforma peu à peu en une succession de jours instables. Les voisins du complexe Exeter Apartments commencèrent à remarquer des changements inhabituels. Autrefois, les 2 sœurs jouaient souvent sur la pelouse, couraient dans la cour et riaient ensemble. Mais après l'arrivée de Christopher, Sophia, Alexa et même leur mère furent de moins en moins visibles dans la résidence. Le 6 mai 2011 fut l'un des rares jours où Sophia et la petite Alexa sortirent. Erika et Christopher emmenèrent les filles au parc Moon et Grove, à Visalia. Sous le soleil chaleureux, Sophia portait sa robe de princesse préférée, courant et jouant avec un sourire éclatant qui semblait illuminer tout le parc. Le 7 mai 2011, Sophia se réveilla comme n'importe quel enfant, sans savoir que cette journée allait basculer de manière imprévisible. Elle n'avait que 3 ans, 2 mois et 2 jours. Une violente dispute éclata dans le petit appartement. Erika et Christopher se querellèrent vivement. Erika déclara plus tard ne plus se souvenir de la raison de l'altercation, mais elle savait une chose. Lorsque Christopher se mettait en colère, il devenait difficile à maîtriser, cherchant à apaiser la situation. Erika prit une décision imprudente. Elle effectua 2 trajets en bus jusqu'à Visalia afin d'acheter des substances nocives, dépensant environ 20 à 30 $. Durant tout ce temps, elle laissa ses 2 filles à la maison sans surveillance adéquate, une enfant de 3 ans et une autre de 18 mois, confiées à un homme déjà hors de contrôle. Après ces longs trajets, aux alentours de midi le 7 mai 2011, Erika revint à l'appartement numéro 9 avec les substances achetées. Elle et Christopher les consommèrent ensemble pendant que les 2 petites filles restaient silencieuses à l'intérieur du logement. Sous l'influence de facteurs dangereux et dans un état altéré, Christopher commença à adopter des comportements profondément préoccupants et dangereux envers Sophia. Lorsque la petite fille prit peur et tenta de résister, la situation ne s'interrompit pas. Tandis qu'Erika dormait dans la chambre, Sophia continua de subir des actes largement incompatibles avec toute norme de prise en charge sécurisée, provoquant un affaiblissement visible de son petit corps. Elle réagissait faiblement, semblait en détresse et cherchait sa mère avec très peu de force. Ces manifestations fragiles déclenchèrent chez Christopher un comportement de plus en plus instable et incontrôlé. Craignant qu'Erika ne découvre la vérité, il poursuivit ses agissements inappropriés. Dans un moment de panique, Christopher provoqua un choc violent du corps de Sophia contre une surface dure à l'intérieur du logement, aggravant son état au point de nécessiter une prise en charge médicale immédiate. À ce moment-là, dans la pièce voisine, Erika commença à se réveiller. En entendant du mouvement, Christopher cria « Erika, quelque chose ne va pas avec Sophia !» Erika accourut. Devant elle, Sophia était allongée sur le sol de la chambre des enfants, avec des réactions fortement diminuées. Des traces de liquide étaient visibles sur son corps, un œil partiellement ouvert, et sa respiration était nettement affaiblie. La petite princesse rayonnante de la veille n'était plus qu'un enfant épuisé, en détresse médicale urgente. Terrifiée, Erika appela le 911 à 14h43. La voix tremblante, elle déclara à l'opérateur « La respiration de ma fille l'a diminuée. Elle n'a que 3 ans, s'il vous plaît. Aidez-nous ». Au même moment, Christopher prit rapidement Sophia et la transporta dans la salle de bain.
non pour lui porter secours, mais pour tenter d'effacer des signes inhabituels sur son corps, dans l'intention de dissimuler tout élément susceptible de soulever des questions sur son rôle. Lorsque les premiers secours pénétrèrent dans l'appartement numéro 9, la scène les laissa sans voix. Sur le sol carrelé du salon, la petite Sofia reposait sur une serviette déjà humide. Son corps n'était pas correctement couvert, sa coloration cutanée avait visiblement changé et ses cheveux étaient pas mouillés et emmêlés. Une enfant de 3 ans, nécessitant des soins médicaux immédiats, ne présentait presque plus aucune réaction. Sofia fut immédiatement transportée au Kawea Delta Hospital de Visalia. Dès sa prise en charge par l'équipe d'urgence, les médecins comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire. Même les infirmiers les plus expérimentés, pourtant habitués à des situations tragiques, ne purent dissimuler leur réaction. Lorsque Sofia fut transférée du brancard d'urgence vers un lit d'hôpital, le personnel médical constata la présence d'une marque anormale clairement visible. Au cours de l'examen approfondi, la réalité qui se révéla bouleversa l'ensemble de l'équipe. Sofia, âgée de seulement 3 ans, présentait selon l'évaluation médicale des signes préoccupants dans certaines zones sensibles, ainsi que des irritations à plusieurs endroits du visage. Son corps montrait également de multiples zones de décoloration à différents endroits, ainsi que des traces d'impact dans une région critique. Il ne s'agissait pas du cas d'urgence d'un enfant ayant simplement chuté. Il s'agissait d'une jeune victime exposée à des actes dépassant largement toute limite de sécurité. Et son état était jugé vitalement engagé. Sofia fut immédiatement évacuée par hélicoptère vers le Valley Children's Hospital de Madeira, un établissement spécialisé dans les urgences pédiatriques complexes. Pendant que les médecins luttaient pour maintenir Sofia en vie, à Exeter, un détective de la police entama l'enquête à l'appartement numéro 9. Dès son entrée dans les lieux, il ressentit que quelque chose n'allait pas. Le lit de la chambre des enfants présentait des décolorations inhabituelles, et la couverture de Sofia montrait des traces de liquide et des résidus indéterminés. Dans le salon, au rez-de-chaussée, un amas de coussins et de couvertures laissés au sol comportait également des taches séchées de couleur anormale, mais l'élément le plus inquiétant apparut plus tard. Après le départ des agents, le gestionnaire de la résidence entreprit un nettoyage et découvrit dans la chambre de Sofia un objet totalement inapproprié dans un environnement destiné à un enfant. Parallèlement, les résultats des analyses médicales furent communiqués. Les médecins confirmèrent que les prélèvements de Sofia révélaient une exposition à une substance dangereuse, un élément qui n'aurait jamais dû se trouver dans un foyer sûr pour des enfants, au Valley Children's Hospital de Madeira. L'équipe médicale travailla sans relâche pour tenter de la sauver. Les examens d'imagerie montrèrent des lésions graves dans une zone critique, réduisant extrêmement ses chances de rétablissement. Pendant 4 jours, Sofia dépendit d'un dispositif de maintien en vie avancée. Son état demeurant critique, le soir du 11 mai 2011 à 19h20, dans une chambre d'hôpital silencieuse, son père, Obi, lui tenait la main, conformément aux recommandations médicales. Les appareils de maintien en vie furent retirés. Et Sofia Maria Acosta, âgée de seulement 3 ans, 2 mois et 6 jours, quitta ce monde à la suite d'actes bien au-delà de ce qui est acceptable pour tout enfant. Sa disparition n'a pas seulement mis fin à une enfance, elle a laissé un vide irréparable dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Les résultats de l'examen laissèrent toutes les personnes impliquées dans l'affaire sous le choc. La cause du décès de Sofia fut attribuée à des impacts significatifs et prolongés, ayant entraîné une dégradation sévère de son état. Une zone critique de son corps présentait un niveau de lésion particulièrement préoccupant, et son système nerveux avait été affecté de manière étendue, avec des indications qu'elle avait été soumise à des actes largement incompatibles avec toute sécurité pour un enfant. Selon l'évaluation professionnelle, les experts s'accordèrent unanimement à dire qu'avant son décès, la fillette de 3 ans avait subi des atteintes répétées incompatibles avec un environnement sûr. Pourtant, même après la mort de Sofia, Christopher Sherry demeura en liberté pendant encore 1 mois. Il continua à se déplacer de lieu en lieu, livrant sa propre version des faits à quiconque acceptait de l'écouter. Lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision locale, Sherry affirma que la mort de Sofia n'était qu'un accident, soutenant qu'elle n'aurait fait qu'entrer en contact avec un objet présent dans la pièce. C'est exactement ça, à la tête d'un lit posé sur le sol, là où il se trouvait, alors qu'elle était encore enveloppée dans la couverture et tout.
Donc on aurait dit qu'elle avait roulé hors du lit ou, si vous voulez, comme si elle était tombée d'une manière ou d'une autre. Le 3 juin 2011, moins d'un mois après le décès de Sofia, le procureur du comté de Tulare engagea officiellement des poursuites contre Christopher Sherry. Il fut inculpé de plusieurs infractions d'une gravité extrême, notamment des actes préjudiciables prolongés, des contacts dépassant les limites acceptables, des comportements jugés inappropriés envers un enfant au regard des normes légales, ainsi que des conduites largement incompatibles avec tout environnement sûr. En plus des chefs d'accusation principaux, Sherry faisait également face à des chefs distincts liés à des actes ayant causé des dommages importants, à des comportements au-delà de toute limite de sécurité et à des agissements répétés, exerçant une pression de contrôle. L'acte d'accusation précisait clairement que l'accusation entendait démontrer que Sofia avait été victime de l'un des schémas de conduite les plus graves reconnus par le droit californien. En 2016, après 5 années de report, l'affaire de Sofia fut enfin jugée. Au tribunal, chaque détail fut exposé. Des témoins déclarèrent avoir entendu des bruits anormalement forts, avoir observé des changements dans la coloration de la peau de Sofia ou avoir remarqué ses réactions anxieuses chaque fois que Christopher s'approchait, sans que personne n'ait signalé la situation ni agi pour la protéger. 2 nourrices, un voisin et, de manière particulièrement poignante, la propre mère de Sofia, Erika Smith, reconnurent avoir été témoins ou informés de comportements dangereux de Christopher envers les enfants. Lorsqu'Erika monta à la barre, son témoignage plongea la salle d'audience dans un silence total. Elle admit que Christopher avait, à plusieurs reprises, adopté des comportements dangereux lorsqu'il se mettait en colère, exercé une pression physique lors de pertes de contrôle et, à certains moments, suscité de réelles craintes pour sa propre sécurité. Ce qui provoqua le plus la colère du jury fut le fait suivant. Bien qu'elle ait eu conscience d'évoluer dans un environnement présentant des signes évidents de danger, Erika autorisa malgré tout Christopher à rester en contact avec ses 2 jeunes filles, une décision qui contribua à une issue dévastatrice et irréversible. Il y a eu des moments où il m'a étranglée jusqu'à me faire perdre connaissance et m'a plaquée contre le mur. Il y a eu des moments où il m'a lancé des cadres photos. Il y a eu des moments où c'était de la violence verbale, me rabaissant, tournant autour de moi, me faisant me sentir sans valeur. La partie la plus choquante du témoignage d'Erika ne fut pas le fait qu'elle ait elle-même subi des comportements dangereux de la part de Christopher, mais qu'elle ait affirmé continuer à lui faire confiance auprès de ses enfants. Elle déclara ne voir aucune raison de penser qu'il pourrait leur faire du mal. Face à des preuves de plus en plus accablantes, la défense de Christopher Sherry tenta d'avancer des explications alternatives. Elle soutint que Sofia aurait pu souffrir d'un trouble rare de la coagulation sanguine et que les marques inhabituelles observées sur son corps auraient pu apparaître lors des manœuvres de réanimation médicale. Les avocats affirmèrent également qu'aucun nouvel élément incriminant n'avait été retrouvé dans l'appartement et qu'aucune trace biologique ne liait Christopher aux faits, selon les analyses effectuées. Ces arguments furent toutefois rapidement écartés. Plus de 10 médecins et experts médicaux défilèrent à la barre, confirmant unanimement que la mort de Sofia résultait d'un schéma répété et intentionnel d'actes préjudiciables, et non d'une maladie ou d'une complication médicale. Les procureurs soulignèrent en outre un élément incontestable. À l'arrivée des secours, le corps de Sofia était encore humide, indiquant qu'une tentative avait été faite pour dissimuler des signes importants quelques instants seulement avant l'arrivée de l'aide médicale. Une fois l'ensemble des preuves rassemblées, un constat clair et irréfutable s'imposa. Sofia avait été victime d'actes délibérés et la tentative de dissimulation n'avait fait que rendre la vérité encore plus évidente. Le 14 novembre 2016, après plusieurs jours de délibérations intenses, le jury revint dans la salle d'audience avec un verdict unanime. Christopher Sherry fut reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. 2 mois plus tard, le 31 janvier 2017, le juge Joseph Kalachian prononça la peine la plus lourde autorisée par la loi de l'État. Sherry fut transféré dans une unité à régime spécial de la prison d'État de San Quentin, l'un des établissements pénitentiaires les plus connus de Californie. Pour la famille de Sofia, ce verdict représentait la reconnaissance officielle d'un long enchaînement d'agissements graves, enfin reconnu pour ce qu'il était réellement, et la confirmation qu'une forme de justice avait été rendue à leur petite fille. Cependant,
Leur espoir d'une responsabilité pleinement assumée fut ébranlé lorsque, en 2019, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, instaura un moratoire à l'échelle de l'État sur l'application de la peine la plus sévère. Cette décision signifia que, bien que Christopher Cherry ait reçu la sanction maximale prévue, il ne serait pas soumis à l'intégralité des conséquences initialement associées à cette peine. La famille de Sofia exprima une profonde déception et une grande frustration, estimant que cette décision leur laissait le sentiment douloureux que la justice leur avait été retirée, tout comme l'enfance et l'avenir de Sofia avaient été arrachés bien trop tôt. Margot était un sujet qui suscitait des débats assez intenses. La Californie applique la peine de mort depuis 1978 et elle ne peut être abrogée que par un vote. Eh bien, le gouverneur Newsom ne peut pas abroger cette loi. Mais il a déclaré aujourd'hui qu'il accordera des sursis à toute personne condamnée à mort pendant qu'il exercera ses fonctions. Le nouveau gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé mercredi qu'il mettait fin à la peine de mort dans l'État. Nous sommes, à l'instant même où je parle, en train de fermer et de retirer les équipements de la chambre d'exécution de San Quentin. Le décret exécutif ne fait que suspendre les exécutions dans l'État pendant que Newsom est en fonction. Il soutient que la peine capitale coûte trop cher et qu'elle est utilisée de manière inégale et injuste à l'encontre des personnes souffrant de handicaps mentaux et des personnes de couleur. L'avocat local Jonathan Rooker affirme que cette décision va à l'encontre de ce que souhaitent les habitants de la Californie. Sofia fut inhumée au cimetière de Winton. Le jour de ses adieux, des membres de sa famille ainsi qu'une large partie de la communauté se rassemblèrent pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Le petit cercueil fermé, recouvert de fleurs blanches, devint le symbole d'une enfance arrachée bien trop tôt. Une vie qui n'avait jamais eu la possibilité de s'épanouir, marquée par des actes préjudiciables et par les défaillances des adultes qui auraient dû la protéger. Dans cette atmosphère lourde de recueillement, chaque regard et chaque larme exprimaient la même réalité. Sofia aurait dû vivre, rire et grandir comme n'importe quel enfant. Elle a pourtant quitté ce monde à seulement 3 ans, laissant derrière elle un vide que rien ne pourra jamais combler pour ceux qui l'aimaient. Ce même jour, à l'hôpital, alors que Sofia se trouvait dans un état critique, les services de protection de l'enfance retirèrent immédiatement Alexa, âgée d'à peine 1 an et demi, de la garde de sa mère. Cela marqua le début d'une bataille judiciaire de 8 mois pour la garde de l'enfant. Le père de Sofia, Obi Acosta, dut démontrer devant le tribunal qu'il était en mesure de s'occuper de sa fille, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Finalement, en décembre 2011, Alexa fut officiellement confiée à la garde de son père. Elle avait alors 2 ans, mais ne prononçait pas un seul mot. Des psychologues lui diagnostiquèrent un traumatisme émotionnel sévère. Ce jour tragique, Alexa se trouvait également dans la pièce. Elle avait été témoin d'une situation bien au-delà de ce qui est acceptable pour un enfant. Une expérience qu'elle était trop jeune pour comprendre, mais incapable d'oublier. Il fallut des années de thérapie avant qu'Alexa ne commence lentement à parler de nouveau. Les cauchemars, cependant, persistèrent, la réveillant parfois en pleine nuit, comme si elle restait prisonnière des souvenirs de cette pièce. L'enfance d'Alexa ne lui fut pas retirée de la même manière que celle de Sofia, mais elle porta une empreinte émotionnelle profonde, une marque qui l'accompagna durant ses premières années. Dans la ville de Farmersville, un petit banc pour enfants fut installé dans un parc en mémoire de Sofia. Son nom y fut gravé, un rappel discret mais douloureux d'une enfance qui n'a jamais eu la chance de grandir. Lors de la cérémonie d'inauguration, Alexa, désormais adulte, était présente aux côtés de toute la famille. Ils se rassemblèrent pour honorer le souvenir de la petite princesse qui ne serait jamais oubliée. Mais une question revenait sans cesse. Qu'en était-il d'Erika Smith ? La mère qui avait laissé entrer dans son foyer un homme au comportement dangereux, une décision qui avait exposé ses filles à un grave danger, ne fit finalement l'objet d'aucune poursuite pénale. Erika perdit la garde d'Alexa, mais ne fut pas poursuivie pour les actes ayant contribué à créer un environnement dangereux pour ses enfants. Selon le procureur, Erika était considérée comme une victime de pressions familiales accablantes et non comme une complice criminelle. Pourtant, pour de nombreuses personnes, cela demeurait une profonde injustice, car ses choix et son silence avaient en joué un rôle dans l'exposition de Sofia
à des situations dangereuses, bien au-delà de ce qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer. Sofia Maria Acosta, une enfant qui n'a vécu que 3 ans, 2 mois et 6 jours, a perdu toute chance de grandir en raison des décisions et des défaillances des adultes qui l'entouraient. Sofia n'a vécu que 1183 jours. Ces 3 courtes années furent remplies de robes de princesse, de coloriages et de petits câlins accompagnés des mots familiers « Je t'aime, maman ». Elle méritait de vivre, de rire, de grandir et de devenir tout ce qu'elle aurait pu rêver d'être, mais le système n'a pas su la protéger à temps, et plus tragique encore, la personne qui aurait dû la protéger avant tout a fait passer des comportements nocifs et la présence d'un homme au comportement dangereux avant la sécurité de sa propre fille. Sofia n'est plus, mais son souvenir demeure, comme un rappel que chaque enfant mérite une enfance en sécurité et un adulte prêt à se tenir de son côté. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette histoire bouleversante. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à continuer de raconter des récits véridiques et nécessaires, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Votre soutien fait réellement la différence et nous vous en sommes profondément reconnaissants. À très bientôt pour une nouvelle histoire où une autre vérité attend d'être mise en lumière.